souhaite la bienvenue dans cette édition. Dans les actualités, se tient au siège de l'ONU une rencontre sur la mise en œuvre du dividende démocratique. Occasion pour le ministre de la Jeunesse de livrer le message du président en exercice de l'UA. Éducation, l'école primaire générale Lansana Conté de l'Hérault dans la préfecture de Siguiri rendue aux autorités locales après la rénovation et l'extension de l'établissement. Les travaux ont été financés par la société minière de Dingiraï. L'une des politiques d'industrialisation du gouvernement est la valorisation des produits locaux afin qu'ils soient compétitifs. Pour gagner le pari, des groupements de femmes apprennent la transformation du beurre de karité. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Quel rôle le secteur privé doit-il jouer dans la dynamique continentale de la mise en œuvre du dividende démographique? Pour trouver une solution à cette question, des acteurs ont été ciblés pour en débattre au siège des Nations Unies à New York. L'objectif est d'assurer l'autosuffisance des femmes et des jeunes. Fatoumata Samoura est notre correspondante basée aux États-Unis. Pour réaliser la feuille de route de l'Union africaine de l'année 2017, le président en exercice de l'UA mobilise aussi le secteur privé. Même si des progrès sont en train d'être réalisés par les gouvernements, professeur Alpha Condé exhorte donc ses patrons de multinationales à soutenir les efforts des pays en vue de concrétiser l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le président en exercice de l'Union africaine se réjouit donc de cette initiative qui associe le secteur privé à cette dynamique continentale. Il est donc plus que nécessaire de bénéficier du soutien du secteur privé et c'est en cela que le président Alpha Condé salue la présence ici, à nos côtés, de nombreux CEO de compagnies internationales, d'acteurs importants du secteur privé mondial, car la mise en œuvre de la feuille de route nous concerne tous. Les défis auxquels la jeunesse africaine est aujourd'hui confrontée ne peuvent être surmontés qu'à travers des investissements substantiels et multisectoriels dans l'éducation, la santé, la création d'emplois, la formation technique ou encore la promotion de l'entrepreneuriat. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Un engagement pris par les dirigeants africains en faveur des jeunes du continent. Aujourd'hui, l'heure est à l'action. C'est ainsi que les jeunes africains ont pu exprimer leurs préoccupations et identifier les secteurs prioritaires dans lesquels il faut investir. En Guinée est initié le programme Booster les compétences des jeunes. L'une des réponses concrètes a été donnée au dernier sommet de l'Union africaine, où il a été entériné la création du Fonds africain de la jeunesse et il a été décidé de proclamer la période 2018-2027 décennie africaine pour la formation technique, professionnelle et entrepreneuriale et l'emploi des jeunes. La quête du dividende démographique en Afrique est un processus qui devrait se poursuivre au-delà d'une année. Ceci permettrait à la jeunesse africaine d'exprimer ses potentiels et de participer pleinement au développement socio-économique du continent. Parlons de la modernisation du centre administratif de Conakry, un projet majeur qui coûte 10 millions de dollars. C'est un financement du Maroc conformément aux accords de coopération signés entre le roi Mohamed VI et le président Alpha Condé. Pour accorder les violons, le chef du gouvernement guinéen a reçu en audience le ministre marocain de l'aménagement du territoire. Les travaux concernent la voirie urbaine de Kaloma. Ousmane Bangoura nous fait le point. Madame Gabriela Bicher, présidente directrice générale adjointe du plan international, en visite de travail en République de Guinée, a rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement. Madame Gabriela a mis à profit ces instants précieux pour réaffirmer l'engagement de son organisation à poursuivre les projets de développement communautaire à caractère humanitaire et à but non lucratif en Guinée.
L'ex-prioritaire, vraiment, c'est la transformation de la situation des filles dans les différents pays du monde. Et ici, à la Guinée, on a un grand potentiel de vraiment redresser la situation et pouvoir donner beaucoup plus d'opportunités pour que les filles puissent apprendre, pour qu'elles puissent diriger, elles puissent décider sur leur vie et vraiment s'épanouir. Et en dialogue avec le plan national de développement qui a déjà été travaillé par le pays et par le gouvernement. Et nous, on veut être complémentaires et aider à ce que le pays puisse achever tous les cibles qu'il s'est marquées. Depuis que cette organisation a posé ses valises en Guinée, dans la préfecture de Guékédou en 1989, les projets réalisés sur terrain sont énormes. C'est pourquoi le Premier ministre Mamadi Youla, après avoir rappelé l'excellence des liens de coopération, a invité les partenaires à élaborer un plan stratégique national d'intervention. Le processus électoral est en cours en Guinée. La CENI et ses partenaires est partie prenante pour l'élaboration d'un chronogramme accepté de tous. D'ailleurs, chaque opération va être amendée et validée par l'ensemble des acteurs en vue d'éviter les contestations. Seydou Diallo. Prélude de l'organisation des élections au niveau des communes et districts du pays, la CENI, les partis politiques, la société civile et partenaires sont actuellement en concertation. Objectif, passer en revue les différentes étapes envisagées au compte de ces élections. Ce pour intégrer les avis de tous les acteurs afin de trouver un consensus. La CENI, dans son souci d'aborder les élections aussi sensibles que les communales, a cru devoir, et ce, à juste titre, inviter toutes les parties prenantes afin de jeter ensemble les bases des prochaines élections communales qui constituent le fondement d'une démocratie de développement. Vos présences respectives dans cette salle sont fortement à saluer dans la mesure où l'on s'attend à ce que chacun de vous y apporte sa contribution patriotique en tant que citoyen guinéen, sa contribution en tant qu'acteur engagé dans la recherche de la paix et de la cohabitation en Guinée. Du côté des partenaires, l'adhésion est totale. Tous trouvent par ce geste de l'organe de gestion une volonté de transparence. Sur table est que la CENI elle-même, elle propose d'appeler tous les acteurs politiques à une table pour pouvoir nous dire ce qu'ils sont prêts à mettre en place pour la tenue de ces élections. Nous ne demandons pas mieux. On commence à un peu nous rassurer par rapport à la collaboration avec la CENI, parce que dans les temps, la CENI a été tout le temps fermée aux partis politiques, malgré que les partis politiques sont des partenaires qui se trouvent au centre et au cœur du processus électoral. Mais souvent, fois, on commence à appeler les partis politiques pour discuter du chronogramme. Je pense que nous pouvons nous permettre d'espérer. Pendant 3 jours, chaque partie prenante apportera donc sa contribution pour que la somme de toutes ces recommandations évite à la CENI de rater dans la mise en exécution de son plan stratégique et opérationnel. L'ONG Initiative pour la prospective économique et le développement durable a organisé une conférence débat. La rencontre vise à outiller les acteurs de la société sur les enjeux de la coopération internationale. Abdoulaye Diallo. Les enjeux de la coopération internationale au développement sont en débat. Le cas entre la France et la Guinée est cité en exemple au cours de cette conférence. Elle est animée par Ghislain Poissonnier, attaché de coopération à l'ambassade de France. L'objectif est de ressortir les forces et les faiblesses de cette coopération vieille de plus de 50 ans en vue de formuler des recommandations. Devant des acteurs de la société civile, le conférencier décrit l'aide et les secteurs prioritaires que la France apporte à notre pays. La France contribue, y compris d'ailleurs à travers le FED, puisque la France est un État membre de l'Union européenne. Elle contribue à améliorer les conditions de vie des Guinéens, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, les routes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, l'agriculture. On est présent dans tous les secteurs. Donc c'est une coopération multifacette, multisectorielle, ancienne et intense, je vais dire.
Cette rencontre est initiée par l'ONG IPED, Initiative pour la prospective économique et le développement durable. Une structure créée par des jeunes chercheurs guinéens et africains dont le seul souci est d'offrir un espace d'échange sur des sujets d'actualité. Nous avons appris à travers le conférencier, l'attaché de coopération à la France, que la France joue un rôle extrêmement important et que son aide à la Guinée est diversifiée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette aide aussi, qui est extrêmement importante, va demeurer? Si elle doit demeurer, dans quelles conditions? Alors elle doit se développer pour que ça puisse vraiment être plus efficace en matière de développement. La Guinée figure parmi les pays prioritaires de l'aide publique au développement de la France. Elle contribue à hauteur de 17% du montant que la délégation de l'Union européenne accorde au développement de notre pays à travers le FED, Fonds européen de développement. Le budget global de financement du projet de construction des écoles régionales de Koya et d'Abola s'élève à 25 millions de dollars. Considérant que la formation est un droit, le gouvernement participe ainsi à l'accès à la formation pour tous. La somme est débloquée par la Banque islamique de développement. Les travaux vont bientôt démarrer et dureront 16 mois. Maurice Sidibé. Les préfectures de Koya et d'Abola vont bientôt avoir leurs écoles régionales des arts et métiers. Cette signature d'accord marque le début de matérialisation du projet financier à hauteur de 25 millions de dollars par la Banque islamique de développement. Il s'agit de l'accord du contrat qui va permettre la construction des 2 écoles régionales des arts et métiers financées par la Banque islamique de développement et sur lesquelles nous sommes en pourparlers depuis plusieurs années maintenant. C'est l'aboutissement d'un long processus qui va permettre à un entrepreneur guinéen de doter la Guinée de 2 nouvelles infrastructures qui viennent s'ajouter à celles déjà en cours de construction sur instruction de son Excellence le professeur Alpha Condé. Au total, 17 infrastructures seront réalisées pour une durée de 16 mois. Il s'agit des bâtiments R+1 et R+2. Les travaux de construction sont exécutés par une entreprise guinéenne qui a décroché le marché sur un appel d'offres international. C'était un appel d'offres international. Si nous arrivons à décrocher ce marché, c'est une très grande fierté pour nous. Cela démontre à suffisance que d'autres entreprises guinéennes peuvent se hisser sur le plan international. Une infrastructure intégrée. Au-delà de la construction des infrastructures, il y a l'aspect accompagnement des sortants de cette école sur le marché de l'emploi qui a fait objet de passation de marché pour étudier un peu le marché du travail guinéen, ainsi que la formation des formateurs qui est aussi prise en charge. Nous pensons avec aujourd'hui la fin de la sélection de l'entreprise pour la construction, nous pourrons tenir les délais et livrer ceci pour le bonheur de la population guinéenne. À travers le projet de construction des écoles régionales des arts et métiers, le département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend relever le défi lié au manque d'infrastructures dans le secteur en vue de créer un cadre adéquat pour une formation de qualité. Direction la région forestière où l'accès à l'eau potable se fait remarquer. Pour minimiser les répercussions sur la santé des populations de Zérékoré, le SNAP s'engage à réaliser plus de 1000 points d'eau pour combler le déficit. Mais en attendant de trouver de meilleurs financements, l'institution s'appuie sur les PME pour la construction des barrages manuels à moindre coût. Alia Keita, Mohamed Sankom. La région de Nzérékoré. Ici, l'eau est abondante, mais l'eau potable est rare. Le service national des points d'eau en est conscient. La base régionale de Nzérékoré fait la situation avant la relance effective des activités en 2018. Aujourd'hui, le besoin calculé à Nzérékoré est de 5425 points d'eau. Mais il se trouve que nous avons déjà 3213 points d'eau existants, donc soit avec un taux de desserte de 57%. Donc nous avons un besoin de 2232 points d'eau. La réalisation de 10 systèmes d'adduction d'eau potable et le renforcement des capacités des comités de gestion sont en cours avec l'Union européenne, ainsi que la maîtrise d'œuvre, animation et contrôle de 40 forages manuels sur financement de l'UNICEF. Des forages réalisés par les PME, petites et moyennes entreprises locales, à moindre coût. Depuis l'installation de cette pompe, tout le quartier puise l'eau ici.
Actuellement, on parle de moins en moins de maladies hydriques. Le SNAP veut s'inscrire dans la durabilité pour assurer la desserte en eau potable des communautés rurales et semi-urbaines. L'ouverture des magasins de vente de pièces détachées au niveau des préfectures et essayer de rapprocher les pièces des communautés pour que les communautés sachent que c'est elles qui doivent prendre en charge les réparations et que ce n'est pas l'État qui doit faire ce travail pour eux. Le SNAP est dans la dynamique de transfert de compétences. Les communautés doivent s'approprier les ouvrages et veiller au respect de la stratégie pour bénéficier de l'eau de qualité en quantité suffisante. Société, cérémonie de remise de clés de l'école primaire générale Lansana Conté de l'Hérault dans la préfecture de Sigiri. Après rénovation et extension de l'établissement, les travaux de cette infrastructure ont été financés par la société minière de Dingraé. Tenez-vous bien, 15 autres écoles ont aussi bénéficié de kits scolaires. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de formation des enfants. Mamadi Terna Kamisogo. Le district de l'Hérault, une localité minière de la sous-préfecture de Sigirini. Depuis le 15 septembre dernier, date de la rentrée officielle des classes, le tricolore national flotte dans l'enceinte de l'école primaire générale Lansana Conté de l'Hérault. À la place des bâtiments délabrés, c'est un établissement complètement rénové qui accueille les apprenants. En plus des travaux de rénovation, 2 nouvelles salles de classe et une case pour le corps enseignant sont remises aux autorités locales par la SMD, Société minière de Dinguiraï. Le bâtiment est important. Ce qui est plus important, c'est la politique de construction du bâtiment. C'est quoi? Sauver les populations de l'ignorance et de l'analphabétisme. Je prends l'engagement que pour notre part, nous allons tout faire pour mettre les enseignants à la disposition de la communauté pour ne pas que les enfants ayant le goût d'aller à l'école chôment à l'école. Nous allons faire en sorte que cette école-là soit utilisée à bon escient. Au cours de cette cérémonie, un important lot de kits scolaires a été remis à 15 établissements scolaires des sous-préfectures de Sigirini et de Banora. 3722 élèves bénéficieront de ce geste. Un geste qui traduit l'excellence des relations entre la SMD et les communautés environnantes impactées par l'exploitation minière. Donc c'est notre manière de soutenir le système éducatif à la base ici, marquer la présence de la SMD auprès de ces communautés pour leur dire que nous sommes ensemble, nous collaborons ensemble et que si la SMD gagne, c'est la communauté qui gagne. Nous avons parcouru la sous-préfecture de Sigirini et nous avons vu qu'il y a assez d'apports. Nous avons vu que le contenu local est devenu une réalité dans les relations entre la société minière de Dinguiraï et la communauté de Sigirini et de Banora en général. Merci pour tout ce qui est là. Tout ce que nous avons vu. Près de 500 millions de francs guinéens entièrement financés par la SMD ont été injectés dans ce projet. Il intervient au moment où les autorités du système éducatif tentent d'améliorer le taux de scolarisation dans les zones minières jugées très faibles dans le pays. Dans la cité des agrumes, le bien-être des élèves reste une priorité pour les acteurs du système scolaire et ses partenaires techniques et financiers. Ils ont pour mission de réfléchir sur la politique éducative de santé des apprenants, intégrée sous forme de programme en milieu scolaire. Et cette nouvelle ambition pourrait protéger les jeunes filles des grossesses indésirées ou encore des mutilations génitales féminines. Tcherno Ousmane Diallo pour en savoir un peu plus. Face à la hausse du taux de fécondité précoce chez les adolescentes, le gouvernement veut jouer la carte de la prévention en mettant à profit le milieu scolaire. À Kindia, représentant des ministères en charge de l'éducation, soutenu par l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, se penche sur l'approche idéale pour une meilleure intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Plus de 26% des adolescentes de 15 à 19 ans sont déjà mères. Donc, vu ces indicateurs, entre autres, il nous faut vraiment prendre ces problèmes à bras le corps. Et pour nous, l'école constitue aussi une bonne cible pour nous, puisque beaucoup d'adolescentes
et des jeunes se trouvent dans le milieu scolaire. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile d'adresser cette question d'éducation sexuelle complète en milieu scolaire en impliquant tous les acteurs qui sont directement concernés par la thématique. C'est un sujet qui n'est pas abordé dans nos familles et nous allons proposer une approche pédagogique et une stratégie pour rendre aisée cette communication entre parents et élèves, même dans les écoles. Dans les écoles, les thèmes sont enseignés par une approche de transmission des connaissances qui n'induisent pas un changement de comportement. L'élaboration d'une feuille de route triennale 2017-2020 portant sur une stratégie novatrice d'intégration d'un programme d'éducation sexuelle en milieu scolaire devrait aussi permettre de renforcer la lutte contre le VIH-Sida, en particulier chez les filles beaucoup plus affectées. Certains pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, représentés à cette rencontre, ont aussi connu ces difficultés. Ils partagent leur expérience. Depuis 2013, au niveau de la nation ivoirienne, et autour de cette thématique des grossesses en milieu scolaire, nous avons bâti une stratégie qu'on a dénommée campagne zéro grossesse à l'école et qui a intégré 2 niveaux d'intervention. Le premier niveau a porté sur l'aspect d'acquisition de connaissances, puis le deuxième niveau d'intervention a porté donc sur la stratégie, le renforcement de l'offre de services de santé sexuelle et de la reproduction pour les adolescents et les jeunes, y compris l'offre de la planification familiale, le dépistage du VIH. Le programme triennal pour une meilleure intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire élaboré va aussi prendre en compte la vulgarisation des services conviviaux de qualité en destination des jeunes et des adolescents. À la page santé, le financement basé sur les résultats est une nouvelle approche mise en place par le ministère de la Santé et ses partenaires pour améliorer l'offre des services de santé aux populations. Le district sanitaire de Mamou a été retenu pour la restitution des résultats de la phase pré-pilote de cette stratégie de financement en santé. Soré de Kera nous signe ce reportage. La réussite des soins de qualité dans les structures sanitaires est un défi que le gouvernement guinéen entend relever. Une nouvelle approche de financement de la santé vient d'être implémentée dans les 19 structures sanitaires publiques de la préfecture de Mamou. L'approche consiste à récompenser les structures qui se distinguent dans le respect des normes universelles des soins. On va jusqu'à la communauté demander les usagers est-ce qu'ils sont satisfaits de la prestation fournie par la formation sanitaire. Une fois qu'on valide les résultats, on paye. Donc l'agent est maintenant évalué sur la base de sa performance. Les résultats obtenus en 12 mois par cette approche sont restitués ici à Mamou. Les représentants de la communauté et les partenaires d'exécution échangent notamment sur l'importance de la collaboration entre les services de santé et la population dans la gestion des structures. Nous avons commencé avec 5 formations sanitaires. Et au jour d'aujourd'hui, après 5 ans de mise en œuvre, nous sommes aujourd'hui, toutes les structures sanitaires de la préfecture de Mamou sont intégrées. Et les résultats sont vraiment probants. Les résultats sont satisfaisants. Après cette phase pilote qui est concluante, notre approche, le ministre nous a instruit d'aller vers l'extension du financement basé sur la performance pour les formations sanitaires. Et c'est cette politique, cette démarche qu'on est en train de faire. Inch'Allah, les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, le FDR va être une réalité et la performance du système de santé va s'améliorer. De l'avis des observateurs, le financement basé sur les résultats est perçu comme la meilleure approche pour sécuriser les recettes du secteur de la santé. Mieux, elle suscite une saine émulation entre les structures dans l'amélioration de la santé des populations. À la même page, le ministère de la Santé se dote d'une stratégie de communication. Elle s'inscrit dans le plan de renforcement des capacités de son personnel en communication. La vulgarisation de ce document a regroupé des journalistes et des acteurs sanitaires. Adjatoubari.
une stratégie de communication en santé, une première en Guinée. La politique vise à améliorer la transparence et la gouvernance en santé, mais également rétablir la confiance entre les citoyens et les structures sanitaires du pays. Cette stratégie est élaborée grâce à un partenariat du projet Finance et Gouvernance en santé, HFG. On a développé cette stratégie de communication stratégique pour renforcer la gouvernance, pour améliorer la transparence et la responsabilisation du ministère, pour l'objectif d'améliorer la confiance, ou rétablir la confiance entre la population de la Guinée et le gouvernement, en particulier le ministère de la Santé et les services de santé publique. La communication externe va permettre d'informer suffisamment les populations sur les actions du ministère de la Santé ainsi que les parties prenantes. Cette rencontre constitue la première étape de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication en santé. Des journalistes et acteurs sanitaires s'approprient le contenu. Au nom des thématiques abordées par les consultants, la bonne gouvernance en santé et les relations avec les médias. Des thématiques qui favorisent la mise en place d'un cadre de concertation et d'accès aux sources d'informations fiables en faveur des journalistes traitant des questions de santé. L'établissement d'un partenariat solide, fructueux entre les médias et le ministère de la Santé. Et nous espérons que ce partenariat va être développé pour une bonne gouvernance dans la transparence, que toutes les informations soient communiquées en temps réel aux médias. C'est pour ça qu'il y aura des points focaux à tous les niveaux et vous aurez à qui vous adresser au niveau du ministère. Avec la mise en œuvre de cette stratégie de communication, le ministère de la Santé et son partenaire HFG entendent se servir de la communication pour améliorer la gouvernance sanitaire en Guinée. Toujours dans l'actualité de chez nous, les femmes de la Haute-Guinée face au défi de la valorisation du beurre de karité. C'est dans cette optique que des groupements de femmes sont initiés à la transformation moderne de ce produit. Cette formation améliorera leurs connaissances et leur permettra de renforcer leur stratégie de promotion du beurre de karité. Abdul Karim Kamara, Fodenia Gassola Keita. Le beurre de karité est le produit le plus prisé et connu en Guinée. Sa transformation est restée à l'état traditionnel. Aujourd'hui, dans l'optique d'une bonne qualité du produit, la donne a changé. L'ère de l'industrialisation s'ouvre. Consultante en agroalimentaire, Nantene Kondé montre à ces femmes de la Haute-Guinée les approches modernes de la transformation du beurre de karité. Cela du ramassage des noix au conditionnement du produit fini. Si les fruits ne sont pas ramassés à temps, les fruits sont cassés. Quand c'est cassé, les insectes vont infecter. Ou bien si c'est germé, l'huile sera amère. Il faut faire le séchage sur quelque chose qui est soulevé ou bien sur une bâche. Tu dois travailler avec des matériels appropriés pour la transformation. Soit le caoutchouc, soit les bols en aluminium ou bien en acier. Tout ce qui se rouille ne doit pas toucher le produit. Pour les bénéficiaires, il leur revient désormais d'asseoir une politique de vulgarisation accrue. Au retour dans nos différents groupements, c'est de faire la restitution. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, parce qu'avant, la production que nous on faisait, nous les femmes, c'était beaucoup archaïque. Cette vision de transformation moderne est initiée par le gouvernement guinéen. Un projet d'appui aux petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale. Sur conseil des partenaires techniques et financiers, les groupes pédagogiques doivent être limités à 25-30. Et donc il faut répéter la formation pour élargir le nombre de bénéficiaires. Et le mieux est de former des bénéficiaires qui représentent des groupements et qui peuvent faire la vulgarisation. Le gouvernement souhaiterait qu'il y ait de la valeur ajoutée aux produits que les femmes essayent de mettre sur le marché. Il faudrait qu'on arrive au label Guinée. Qu'on puisse mettre sur le marché des produits qui sont connus comme étant guinéens, qui sont reconnaissables par des signes distinctifs guinéens, qui sont homologués suivant les normes guinéennes et les normes de la CEDEAO. Au nombre de 30, ces femmes bénéficiaires représentent 30 groupements venus des préfectures de Kankan, Kouroussa et Mandiana. Dans cette transformation, au-delà de l'obtention du beurre, les autres produits dérivés sont la pommade de peau et le savon de karité.
Hors du continent, les Allemands seront aux urnes ce dimanche au compte des élections législatives. Angela Merkel est candidate à sa propre succession pour un 4e mandat. Elle est en course avec son rival social-démocrate Martin Schulz, suivant le compte-rendu de nos confrères de l'agence France Presse. Angela Merkel, candidate à sa propre succession pour un 4e mandat. Avec son allié bavarois de la CSU, l'Union chrétienne-démocrate, la CDU de Merkel entend réduire le taux de chômage d'environ 5,5% aujourd'hui à 3% d'ici 2025. Réduction des impôts sur le revenu de 15 milliards d'euros. Aide aux familles avec enfants et davantage de moyens en matière de sécurité sont les grands axes du programme CDU-CSU. En face d'Angela Merkel, Martin Schulz du SPD. L'ex-président du Parlement européen social-démocrate s'est engagé à plus de justice sociale avec une réforme des impôts et à lutter contre le chômage. Après un début de campagne en fanfare, Schulz a dégringolé dans les sondages, loin derrière Angela Merkel. Après 12 ans à la tête du pays, la chancelière, qui affiche actuellement la plus grande longévité d'un dirigeant occidental, bénéficie de la croissance économique la plus forte d'Europe et d'un gouvernement de grande coalition droite-gauche qui a su rassembler autour de questions comme l'immigration et la sécurité. En 2015, Merkel avait pourtant été très critiquée en ouvrant les frontières du pays à l'afflux des réfugiés et avait dû contrer une fronde dans son propre camp. Surfant sur la question de l'identité nationale, le parti anti-immigration AfD, Alternative pour l'Allemagne, a fait une percée régionale et espère entrer au Parlement. En cas de victoire de Merkel, la question est de savoir si elle pourra gouverner seule ou si elle devra former une coalition. Et pour finir cette édition, la nouvelle saison du championnat national de football débutera le 4 novembre prochain. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé par le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Par ailleurs, inondation du côté de Sangoya, il n'y a eu aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Et puis, circulation routière avec ce nouvel accident survenu sur la transversale Kipé-Bambeto. C'était hier aux environs de 23 heures. Mamadou Seydou Diallo est malheureusement décédé. L'homme était âgé d'une 30aine d'années. Le condensé de ses actualités avec Moussa Bangoura. La Ligue guinéenne de football professionnel se prépare pour la nouvelle saison sportive version 2017-2018. Le président de la dite institution a animé un point de presse cet après-midi. Devant les journalistes, KPC a fait une rétrospective de la saison dernière avant d'annoncer la date de la nouvelle saison, prévue le 4 novembre 2017 pour prendre fin le 5 mai 2018. À Sangoya, première porte, des familles se sont réveillées les pieds dans l'eau avec leur habitation dévastée. Aucune victime humaine, mais des dégâts matériels importants. Principale cause du désastre, un particulier est venu construire une maison à étages sur le chemin, de l'eau obstruant ainsi son passage aux grandes dames des populations. Dans la nuit du vendredi, aux environs de 23 heures, un accident de la circulation s'est produit sur la transversale Kipé-Bambeto. Cet accident de la circulation a fait une victime. Son nom, Mamadou Saïdou Baldé, âgé de 37 ans. Le chauffeur qui a fauché Mamadou Saïdou Baldé est aujourd'hui en cavale. Cet accident relance la problématique de la sécurité routière, marquée par l'incivisme des conducteurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. Que la grâce de Dieu soit chez vous. Bonsoir à tous.